On va commencer par répartition de. Dans notre cas, on va étudier les solides indéportables ou confondus avec G. On retrouve quoi? La somme. Alors le premier terme c'est nul, donc la somme ديال MI ديال OMI. Alors le deuxième cas, essayez de définir le centre d'inertie. Alors centre d'inertie, là c'est un axe de symétrie. Alors cette formule, c'est la théorème du 15. Alors, vous devez remarquer maintenant, c'est pas solide. Alors, on parle de l'équiprojectivité, même si n'appartient pas à ce solide. En considérant le disque S1 de rayon A qui roule sans glisser sur le support plan. Quand est-ce qu'on dit un solide qui est en A? Alors c'est égal à 2L. Alors chapitre, alors partie 2 mécanique des solides. Alors on peut considérer par exemple, alors c'est la mécanique des systèmes en général. On aura des systèmes discrets, c'est-à-dire elles sont constituées d'un ensemble de points matériels, par exemple M1, M2, ainsi de suite, et les solides, systèmes solides. Et dans ces systèmes solides, on peut avoir soit des systèmes indéformables, et déformables. Alors, pour les systèmes indéformables, en général, on ne va pas l'étudier. Ce sont les MMC, c'est la mécanique des milieux contenus. Dans notre cas, on va étudier les solides indéformables. D'accord? Ça, c'est qu'on va étudier en général. D'accord? Alors, on va commencer par les éléments, par la cinématique. Le chapitre 1 concerne la cinématique. Cinématique. Des solides en contact. Du solide en contact. On va commencer par répartition de masse. Alors, soit on a un ensemble de masses, d'accord? Par exemple, s'il y a un système constitué par un ensemble du point matériel, c'est le système, d'accord? Alors, la masse totale de ce système est égale à la somme sur I de MI. Et MI, c'est la masse de chaque point MI, d'accord? C'est dans le cas discret, dit système discret. C'est clair? Alors, dans le cas continu, alors par exemple, on va considérer un solide. Alors, on subdivise par la pensée. Alors, on subdivise par la pensée. D'accord? Alors, ça, c'est un solide. Subdivise par la pensée. Ce solide, on a un ensemble des points matériels de masse d de M centrés sur un point M. D'accord? Donc, on peut définir la masse volumique comme étant d de M sur d taux. D'accord? D taux, c'est les volumes élémentaires de l'élément de masse considéré. Or, donc on peut dire que d de M est égal à ρ d taux. Ça, c'est clair. Donc, pour avoir la masse totale, il suffit d'intégrer sur le volume, pour tous les points appartenant au volume, d de M. Et M, la masse totale, est égale à l'intégrale de d de M
est égal à l'intégrale triple pour n'importe point appartient au volume V, ça c'est le volume V, en V, de quoi? De rho de taux. D'accord? Ça c'est l'intégrale. Alors si on considère, par exemple, si on considère si rho est uniforme ou la homogène. Alors homogène, c'est-à-dire ne dépend pas du point. C'est clair? Et c'est indépendant du point considéré. Donc, automatiquement, on peut faire sortir la masse volumique, qui est le carreau, l'intégrale triple de M appartient à V dièle d tout. Alors l'intégrale sur d tout, c'est V, elle est égale à rho fois V. D'accord, ça c'est lorsqu'on a homogénéité. Rho, c'est homogène. C'est clair? Ça c'est pour ceci. Alors, on va essayer maintenant alors de, alors avant de définir le centre d'inertie, alors par exemple, des remarques. Alors parfois, on peut modéliser, on peut utiliser des densités surfaciques et densités linéiques de masse. Alors, premier cas, si une dimension est négligeable devant les deux autres dimensions du corps. Les deux autres, ici, deux autres dimensions du corps. Deux autres dimensions. Alors, on peut utiliser une densité. Alors, ça, c'est juste des modèles limites. Alors, c'est d de m sur d de s, exprimé en kilogrammes mètre moins 2. C'est la densité surfacique de masse. C'est l'exemple d'ILH, l'analogie avec la densité surfacique de charge. D'accord? Vu par exemple H, l'électrostatique. La densité volumique, on a défini la densité surfacique et la densité linéaire. Mais pourtant, la densité surfacique de charge ou la densité linéaire ne sont que des modèles ou des limites via la densité volumique. D'accord? La densité surfacique. D'accord? Alors, donc, pour trouver la masse, il faut juste intégrer M et l'intégrale, du coup, juste intégrale double, dlh, dl sigma, d de s. C'est clair? Alors, le deuxième cas, c'est lorsque, si les deux dimensions, on a deux dimensions, si deux dimensions du corps sont négligeables, devant la dernière. Par exemple, un fil. D'accord? Un fil, on peut négliger. Alors, on peut définir lambda d de m sur d de l. D'accord? Par exemple, un fil, d de l, alors c'est exprimé au kilogramme mètre moins 1. Alors, on peut, par exemple, un fil, d'accord? Un fil fin, d'accord? Ça, c'est, on peut négliger le rayon devant la longueur, par exemple, du fil, d'accord? À ce moment-là, on aura quoi? Une densité linéaire. D'accord? Voilà, c'est juste des limites, c'est pas des réalités. La réalité, si vous faites un zoom, vous pouvez trouver bien non, c'est un volume. Alors, donc, M, c'est égal à l'intégrale de Tn. C'est clair? Donc, en général, ce qui existe en réalité,
c'est la densité volumique. Point final. Sigma et lambda sont des modèles. D'accord? Ne représentent aucune réalité physique. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, on va essayer de passer vers. On va essayer de définir le centre d'inertie. Alors, centre d'inertie. D'inertie. Alors, ou là, centre de gravité, ou le barycentre. On parle de plusieurs points. D'accord? Alors, soit le barycentre, d'accord? Soit le, tu connais dit, le barycentre, le centre de gravité, le centre d'inertie. Alors, barycentre, le barycentre, on le note en général G, centre de gravité. D'accord? Alors, pour un système discret, alors pour un système discret, alors on a, alors M total, M total, OG, le vecteur OG, est égal à la somme de MI au MI. D'accord? MI. Alors, MI, ce sont les différents points. D'accord? Alors, le point O est arbitraire. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que si on considère, par exemple, soit on utilise, par exemple, M total, factoriel O'G égale la somme de I, de MI, O'Mi. D'accord? Alors, on utilise la relation de Schall, on introduit le point O, c'est-à-dire M total facteur de O'O plus OG égale la somme de I, de MI, de O'O plus OMI. D'accord? C'est la relation de Schall. D'accord? OM. Alors, si vous avez alors M total, O'O plus M total, alors OG égale la somme sur I de MI O'O plus la somme de MI de OMI. Or, هذا ne dépend pas de la sommation. C'est la masse totale. Donc, ces deux termes vont se simplifier. Et on retrouve la même chose. Et le point O, c'est un choix arbitraire. Donc, on peut choisir O confondu avec G. Donc, si on choisit O confondu avec G, on retrouve quoi? La somme. Alors, le premier terme, c'est nul. Donc, la somme de MI, de OMI égale 0. D'accord, vecteur nul. Ça, c'est une autre formulation de la définition de la centrale. Alors, pardon, c'est pas O, c'est G, puisqu'on a fait le changement. GMI. C'est clair? Ça, soit on utilise la première ou la deuxième. C'est pas un problème. Alors, ça, c'est pour un système discret. Pour un système continu, par exemple, on a dit qu'on choisit, on subdivise. Donc, on aura la définition, c'est que M total fois OG. En général, on remplace par quoi? La sommation par une intégrale. Donc, c'est OM de M. Donc, il revient à calculer une intégrale. Clair? Donc, si
Donc, on a quoi? D de M total. Si par exemple on fait la changement de variable, le changement d'origine, confondu avec G, puisque c'est déjà arbitraire, donc on aura 0 égale la vecteur nulle, l'intégrale de Gm dm. Ça, c'est la formule, l'autre formule qui permet de calculer, de déterminer les coordonnées du point G. C'est clair? C'est clair? Alors, des remarques qui sont un peu utiles au niveau du calcul du G, par exemple. Alors, si, alors, les, alors les résultats, les remarques qui vont être utiles, par exemple, si le système considéré possède un élément de symétrie. Alors, un élément de symétrie peut être axe de symétrie, plan de symétrie, alors point de symétrie. Alors, point de symétrie en général sera G, d'accord? Alors, le centre de gravité ou d'inertie appartient à cet élément, d'accord? Et parmi les choses, on peut dire, fait dès le départ, on va chercher les éléments de symétrie. Ceci permet de réduire le nombre des variables qu'on cherche. Alors, l'exemple qu'on va considérer, c'est le suivant. D'accord? On va considérer un disque, un demi-disque. Alors, par exemple, alors soit l'exercice suivant. Alors, l'exercice, c'est le suivant. On va considérer un demi-disque homogène. D'accord? C'est homogène de masse M et de rayon A. Exprimer la densité surfacique, sigma. D'accord? Très bien. Alors, sigma, c'est quoi? Hein? Alors, sigma, c'est D de M sur D de S. Or, puisque le disque, le demi-disque est homogène, donc on peut écrire directement, c'est la masse sur la surface. La masse, c'est donné. La surface d'un demi-disque, c'est quoi? C'est pi fois le rayon au carré divisé par 2. Donc, automatiquement, sigma, c'est égal à 2m sur pi a carré. Ça, c'est la réponse de la première question. Alors, 2. Alors, on note G son centre d'inertie et détermine la distance au G. Pour la première chose, alors, on va essayer de déterminer les éléments de symétrie. Alors, vous pouvez remarquer que les éléments de symétrie, alors l'axe au Y, alors cet axe, c'est un axe de symétrie. Oui ou non? Très bien. D'accord, donc cet axe de symétrie, et le centre d'inertie appartient à cet axe de symétrie. يعني اكس جي شحال غادي تعطيك
XG كتساوي زيرو. Très bien, d'accord. Il n'y a pas de composante selon XG. Et lorsque je vais calculer la distance, au G, et je vais projeter juste sur Y. Et il y a H, la distance au G, et il y a dit M total, là il y a M ديال le disque, ديال demi-disque, fois OG égale à l'intégrale double, l'intégrale simple, de quoi? De OM scalaire, alors fois D de M. Alors, OG appartient à Y, عشان dire le produit scalaire, UY, égale à l'intégrale ديال OM scalaire UY, D de M. C'est clair? Alors, OM شنو هي؟ les coordonnées cylindro-polaires. Alors, cylindre polaire, en M, c'est égal R, R. Alors, EZ, c'est pas Z égale à 0. Donc, c'est R, R égale. Alors, R, facteur. Il y a le cosinus θ EX plus sinus θ EY. Donc, si je fais le produit scalaire, en M scalaire EY, la seule partie qui va rester, il y a R sinus θ. D'accord? Donc, alors M, la distance au G, c'est la distance portée par Y. Elle est sur Y, elle est automatiquement, là, elle va être la distance directe. OM, bah, il y a R sinus θ D de M. Or, D de M, c'est égal à sigma ds. Sigma, c'est uniforme. Donc, c'est égal à l'intégrale R sinus θ sigma ds. Elle dit, je peux la faire sortir. L'intégrale d'abord, diviser deux intégrales. Double. Et elle a dit M au G égale à sigma l'intégrale double dial R sinus θ ds. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ds? Arrêtez avec ds. Très bien. Donc, c'est R dr de θ. Donc, j'aurai M au G égale à sigma, c'est M sur la surface. L'intégrale dial H dial R carré dr pardon, sinus θ de θ. M avec M simplifié. Donc, en G, c'est égal 2 sur pi a carré, l'intégrale de R, et R, R carré de R, et sinus θ de θ. Alors, cette intégrale, c'est entre R égale à 0 et A, et θ égale à 0 jusqu'à pi. Là, je vais dire demi-disque. Donc, on aura en G est égal 2 sur pi a carré. Alors, la primitive, c'est R3 sur 3 entre 0 et A. Sinus, c'est le moins cosinus θ entre 0 et pi. Donc, au G, j'aurai 2 sur pi1 carré fois R3 sur 3, et A3 sur 3 fois, alors, moins cosinus pi, c'est moins 1, c'est 1, plus cosinus 0, les 1, les 2. Alors, je vais simplifier par A carré, من هنا واحد A carré.
Donc finalement, je retrouve OG égale 4A sur 3pi. D'accord, c'est ça. C'est clair. Il y a dit OG. Est-ce que vous avez compris ça? Très bien. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce que c'est que le référentiel barycentrique? Référentiel barycentrique. Alors, référentiel barycentrique. En général, on le note R étoile. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, le référentiel barycentrique, c'est un référentiel dans lequel, pour lequel, pour lequel l'origine, l'origine du repère d'espace, oui, c'est ça, oui, NDH, l'origine de repère d'espace est G, d'accord? On a dit la première, elle est le centre de gravité et l'origine dès le référentiel barycentrique. ولكن خاص واحد le mouvement, d'accord? Et animé d'un mouvement, d'un mouvement de translation par rapport au référentiel d'étude. D'étude, d'accord? Ça fait? Alors, le référentiel barycentrique. L'intérêt dialogue, alors, l'intérêt d'y aller référentiel d'étude, il permet de faciliter les calculs en général. On va voir bon, plus tard. C'est clair? Alors, alors, on va essayer de définir alors, moment d'inertie. Moment d'inertie. Vous avez déjà eu ça, G delta fois H plus ici. D'accord? Sciences d'ingénierie, d'ingénieur, SI, تحسبوا G delta. Alors, pour un système, pour un point matériel, je le rappelle, c'est la première année. Alors, G delta, par exemple, pour rapport à delta, c'est égal à M, HM au carré.
Alors, si par exemple on trace delta, l'axe, alors ça c'est O, ça c'est H, ça c'est M par exemple, pardon. Alors on fait la projection orthogonale sur l'axe, c'est H. Ça c'est OM. Donc H c'est la projection orthogonale de M sur delta. Alors, par exemple, pour N points matériels. Par exemple, j'ai le delta et chaque point matériel MI a une projection HI. Alors, par exemple, N1, d'accord, d'accord. Alors, on peut dire, par exemple, on peut dire bien HG delta est égal à quoi? La somme de MI, HI, MI au carré. D'accord? La somme sur. Ça, c'est pour H, un système discret des points. Alors, si par exemple, on considère un système continu, c'est-à-dire un axe delta, je vais tracer l'axe delta, et je vais tracer un corps quelconque. Alors, ce delta peut passer ou non. D'accord? Un delta, on connaît toujours dedans. Alors, je veux considérer. Alors, un petit élément. Dis-moi, on subdivise par l'esprit. Alors, un de D de M. Alors, un de O, par exemple, ça c'est O. Ça c'est OM. D'accord? La projection orthogonale, il y a H. Donc, H a delta. Ah bien, c'est à la distance C. Par exemple, c'est. Alors, c'est HM. D'accord? Alors, à delta, H de delta, c'est quoi? Alors, on remplace la sommation discrète par une intégrale. Alors, l'intégrale de H M carré d de M. D'accord? À dire je de par rapport à delta. C'est clair? Et on va calculer quoi? Toujours la projection orthogonale de la projection orthogonale au carré fois d de M. Et on va intégrer. D'accord? C'est clair? Alors, on va essayer de reproduire le système précédent, NIH, le demi-disque. On va essayer faire, alors de calculer, alors H, le moment d'inertie. D'accord? C'est clair. Alors ça, c'est l'exercice. On cherche alors Z, c'est un axe. Comment? Z, c'est un axe sortant vers nous. D'accord? Alors on cherche maintenant à déterminer, le moment d'inertie. Allons-y. Alors par rapport à l'axe OZ, alors le point M, par exemple, c'est ça, le point M. Ça, c'est la projection sur Z, c'est ça. Puisque l'axe Z passe par ce point, par exemple, passe par ici. D'accord? La projection donne où? Et l'intégrale, alors je vais delta, j'ai OZ dans ce cas, c'est égal. L'intégrale de HM au carré dm. Or, H était confondu avec O, donc c'est OM au carré dm. OM au carré est égal à R carré, directement. D'accord? Les coordonnées cylindriques. Donc, G OZ, c'est égal l'intégrale, alors c'est sigma, double intégrale, R carré, fois R dr de θ. Sigma, c'est quoi? C'est M, c'est 2M sur
al carré fois l'intégrale de R3 dr, l'intégrale de θ. Θ varie entre 0 et pi. Alors ça, c'est 0,1. Donc, G au Z, vers la deuxième sur pi à carré fois. Alors, l'intégrale de 0 pi, c'est pi. L'intégrale de R3 dr fois A4 sur 4. Donc, pi avec pi simplifié. Ouais, le 2 avec ce 2. Alors, 2 avec le 4 fait 2. Pi simplifié, ouais, le 2. Finalement, on aurait quoi? G au Z égale à M à carré sur 2. Essayez de vérifier l'homogénéité, toujours de les expressions trouvées. D'accord? Ça, c'est pourquoi pour le système, par exemple, un système simple. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair en ce moment-là? Alors, par exemple, si on a un solide, alors par exemple, considérons deux axes. Par exemple, le premier axe et le deuxième axe. Alors, distant par D. Alors, le solide, par exemple, premier solide, c'est ça. D'accord? Ça, c'est delta. Ça, c'est delta prime. Alors, si par exemple, j'ai delta, je cherche G delta prime en connaissant G delta. Alors, cette, cette formule, c'est le théorème d'Huygens. Alors, c'est théorème d'Huygens. Alors, théorème d'Huygens. Alors, on considère un solide, d'accord, avec, alors soit un solide par exemple, et on considère deux axes. L'un passe par exemple par delta G, par G, pardon, ligne 1 c'est delta G, et elle passe par G par exemple. Et on va considérer un autre axe delta. D'accord? On considère par exemple un point M du solide. Alors, le point M, c'est ça. Et on va considérer les projections orthogonales du point M sur les deux différents axes. Alors, par exemple, le premier, c'est ça. C'est une projection orthogonale. La deuxième, c'est une projection orthogonale. D'accord? Ça, c'est H. Ça, c'est C. D'accord? Et on relie CH. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va essayer de relier. Alors, essayer de relier G delta G égale l'intégrale de HM au carré dm, juste une intégrale simple, et G delta égale l'intégrale de Cm au carré de dm. On n'oublie pas la distance entre ces deux axes, c'est delta. C'est d, pardon. D'accord? Alors, on a
Alors, vecteur, on va considérer le vecteur MC. Alors, on a le triangle HMC, ce triangle, d'accord? On aura quoi? Alors, on va utiliser quoi? Alors, c'est théorème d'Al-Kashi ou le théorème de Pythagore généralisé. Donc, maintenant, MC au carré égale H M carré plus CH au carré, les D carré, plus 2 fois, alors HM fois HC. D'accord? Alors, ça, c'est le théorème de Pythagore généralisé ou le d'Al-Kashi. Donc, MC carré, donc MC carré égale HM carré plus D carré plus, alors je vais faire quoi? La relation de Chad. Alors, on dit HC facteur de HG plus GM. D'accord? Donc, c'est égal. Alors, si je fais l'intégrale de M C carré d de M égale l'intégrale de HM au carré d de M plus l'intégrale de D carré de M plus, alors déjà, c'est différent. Ça, c'est égal à 2 intégrale de 2HC fois HG plus D de M plus déjà HC intégrale de GM dm, pardon. Alors, ce terme permet de définir le centre de masse. C'est nul. D'accord? HC et HG. HC, HG sont perpendiculaires. Donc, le produit scalaire aussi, c'est nul. Alors, D est indépendant de M. Donc, on peut faire sortir D. Donc, finalement, on trouve ça, c'est G delta. Ça, c'est G delta G. Donc, finalement, on aura quoi? G delta, c'est égal G delta, G par exemple, plus MD carré. Alors, si on peut voir ça en général clairement, par exemple, si on considère le cas d'une tige. Par exemple, si j'ai dans le plan XY, je considère une tige. D'accord, la tige, c'est ça. D'accord? Alors, la tige est de longueur L sur 2 de ce côté, L sur 2 de l'autre côté. D'accord? Dans le plan XY. D'accord? Elle est L sur 2, sur 2. Et la longueur totale, c'est L. Non, L sur 2. D'accord? Ça, c'est X. Pardon, c'est Y. Avec le camp. Et ça, c'est X. Quand on cherche à déterminer, alors, l'expression de G delta par rapport aux Z, les rois au G, d'accord? Il y a des G. Il y a delta G qui passe par ça. Et, par exemple, par un axe qui passe par ce point.
par exemple, CG. D'accord? C. Alors, G, calculer G, GZ, en déduire G, CZ. D'accord? Calculer, en déduire. Alors, on va commencer par le premier. G, GZ, égal à l'intégrale de quoi? De un point, on choisit par exemple le point M linéaire, DLH, le point M linéaire. Alors, c'est égal H M carré dm. Or, dm, hm, c'est la projection sur z, il y a gm. Il y a l'intégrale, il y a r dm, c'est lambda dl. D'accord? Lambda, on va considérer que le solide est homogène. Donc, finalement, on va dire le cas, bien g, gz égale lambda intégrale de r dr égale lambda, c'est m sur l, alors fois r carré, il y a l carré sur 2. Et c'est égal. Alors, hm carré, c'est r carré. Pardon. Et on va dire L3 sur 3. Donc, VZ égale M L carré sur 3. Ça, c'est un résultat. Vous avez déjà utilisé ici, bien sûr. Vous étudiez les barres. Par exemple, une barre. D'accord? Ici, vous utilisez ce résultat. On va essayer de retrouver le résultat dans ce cas. Non, ici, c'est pas ça. Alors, vous devez intégrer entre, c'est R carré, pardon. Alors, vous devez intégrer, ici, bien sûr, et pas L. Vous devez intégrer moins L sur 2, L sur 2. Oui. Voilà. Donc, le résultat va être différent. Oui. Alors, on aura quoi? Intégrale va être M sur L. Alors, c'est L3 sur 24 plus L3 sur 24. Donc, c'est égal ML carré sur 12. D'accord, c'est ça. On cherche maintenant GZ. Alors, GZ, GCZ égale à GZ plus M la distance carrée, il y a L sur 2 au carré. Donc, c'est égal à M L carré sur 12 plus M L carré sur 4. Donc, on va multiplier par 3 ici pour avoir 12. Donc, GCZ égale 4 ml carré sur 12 est égal à ml carré sur 3. D'accord? Donc, voilà l'expression de GCZ. Alors, par rapport à un point situé à l'extrémité, ce sont deux résultats, d'accord? Vous devez savoir les montrer et parfois les retenir. Bon, c'est clair? Alors, un parmi les exemples d'utilisation de, de théorème d'Higgs est le suivant. On va essayer de déterminer. Alors, déterminer. Alors, on considère le système suivant. D'accord? Et on demande de déterminer le moment d'inertie du système par rapport à l'axe OZ. Sachant que, alors,
on sait que, alors, pour la tige, alors, on dit G de tige par rapport à OZ est égal à M la tige. Alors, la longueur de la tige, L carré sur 3. Et G disque par rapport à G dz, G dz, d'accord? C'est égal M disque fois D carré, ou là le rayon en carré sur 2. Rayon carré, c'est un carré sur 2. D'accord? On demande de déterminer. Alors, je vais, il y a l'ensemble du système Coulomb. Alors, vous devez remarquer bien, non, c'est pas solidaire. Alors, par rapport au Z. Et vous devez appliquer pour ce système, alors, théorème d'Huygens. Alors, G pour le disque par rapport à OZ égale à G, il y a le disque par rapport à G dz plus la masse du disque fois quoi? La distance. Alors, la distance, c'est de 0, c'est la longueur de la tige. Il y a ml carré. Donc, je vais dire le système par rapport à OZ égale à G dire la tige. Il y a mt L carré sur 3 plus M. Alors, ça, c'est le disque, monsieur la tige. On travaille sur le disque. mt A carré sur 2 plus mt L carré. D'accord, ça, c'est parmi l'utilité du théorème d'Huygens. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. D'accord. Alors maintenant, on va essayer de basculer vers la cinématique. D'accord. Alors, après avoir défini tout ce qui concerne la masse, alors on va parler sur la cinématique. Alors, on va commencer par la définition d'un solide. Qu'est-ce que c'est qu'un solide indéformable? Définition d'un solide indéformable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'à votre avis un solide indéformable? Un solide. Quand est-ce qu'on dit un solide, c'est indéformable? Alors, un solide est dit indéformable est indéformable. Alors, si la distance AB reste constante dans le temps. C'est-à-dire, si on considère un solide, j'ai choisi deux points AB, la distance entre ces deux points, alors reste constante. Et D de AB sur DT est égal à 0, quel que soit l'instant. D'accord?
Alors, en mécanique du point matériel, vous avez défini le repère comme étant une base, c'est un solide muni d'une base. D'accord? C'est clair? Et du coup, on dit toujours un solide ou il est muni d'une base. D'accord? Et le solide permet de construire un repère. D'accord? Si on ajoute de l'horloge, on peut construire directement un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est l'association ديال deux repères, un d'espace et un du temps. D'accord? Alors, et pour cela, on va considérer on considère un référentiel d'étude, R, alors d'origine O, X, Y, Z, et on considère un solide, d'accord? Et deux points, alors un solide menu, alors d'un référentiel R', d'accord? Ou la RS, alors je considère deux points AB, d'accord? Alors A et B, deux points de S, elle est du solide S. Elles sont fixes dans le référentiel lié à S, elle est au solide, d'accord? Alors alors, on note oméga est égal à oméga de RS par rapport à R. Et c'est le vecteur vitesse angulaire instantanée. Alors, vitesse de rotation, la vitesse de rotation instantanée. Instantanée. D'accord? Alors, vitesse de rotation instantanée. D'accord? Du solide, on l'a du repère lié au solide, de RS par rapport à R. D'accord? Alors, on a écrit, alors d'après en première année, on peut écrire PN D de AB sur DT est égal à D de AB sur DT par rapport à RS, un changement de référentiel, plus oméga vectoriel AB. La formule de Bourg. D'accord? Cette formule permet de faire le changement de référentiel. Or, le terme, il est nul. D'accord? Donc, automatiquement, D de AB sur DT par rapport à R égale oméga vectoriel AB. Alors, c'est égal à D sur DT par rapport à R. On va dire H, c'est AO plus OA. OB, pardon, est égal oméga vectoriel AB. Donc, alors c'est égal dérivé sur dt de moins OA plus OB égale oméga vectoriel AB. Or, la dérivée, c'est la dérivée de OB moins la dérivée de OA par rapport à R, par rapport à R, égale à oméga vectoriel AB. Donc, automatiquement, alors ça, c'est la vitesse de B par rapport à R. Ça, c'est la vitesse de A par rapport à R. Donc, on trouve que la vitesse de B par rapport à R est égale à la vitesse de A par rapport à R plus oméga de RS par rapport à R vectoriel
par exemple. A, B. C'est clair? Et cette relation, c'est la relation de Varignon. D'accord? Alors, de la relation, quel est l'intérêt d'elle? Il stipule quoi? On a la connaissance de l'oméga de rotation et la vitesse d'un point du solide permet d'en déduire toutes les, les vitesses d'elle, les différents points appartenant au solide. C'est clair? يعني نعرف أنا هي الفيتيس instantanée et la vitesse d'un point. C'est clair? Donc on aura quoi? يعني la vitesse du solide est caractérisée par quoi? Par la vitesse du solide est caractérisée. Alors, alors le mouvement. Alors, puisque si vous avez déterminé les vitesses, donc le mouvement il est caractérisé. Le mouvement d'un solide est caractérisé par la connaissance d'un vecteur de ces points, d'un vecteur, la connaissance du vecteur vitesse, du vecteur vitesse d'un point du solide et oméga de rotation. D'accord? Et la connaissance du mouvement stipule la connaissance de tenseur. Quel tenseur? D'accord? Alors, torseur cinématique. Le torseur cinématique. Alors, torseur cinématique. Alors, notre taux cinématique. Alors, fait juste dire les composantes. La vitesse, par exemple, de A par rapport à R et oméga de rotation de RS par rapport à. Alors, celle-ci s'appelle la résultante et celle-ci, c'est le couple. Le moment, pardon. Le moment. Le moment. D'accord? Ça, c'est le torseur cinématique. Donc, la connaissance de V et oméga, et la connaissance de le torseur cinématique, permet de connaître le, parfaitement le mouvement d'un, par exemple, d'un système solide. Alors, par exemple, on va considérer alors, l'exemple suivant. On va essayer de déterminer quoi? On va essayer de déterminer la vitesse de rotation d'une chaise, d'une échelle, par exemple. Alors, par exemple, si j'ai une échelle, alors, par exemple, alors,
l'axe, deuxième axe, et j'ai une échelle, par exemple, comme ceci. Alors ça c'est L. Alors la longueur. Alors la longueur totale c'est 2L. D'accord, et regardez, c'est le centre, c'est a dit L, a dit L. D'accord? Considère les points A, B, d'accord? A, B, et un angle θ. Θ, A et B. D'accord? On cherche, déterminer. Alors ça c'est un de B. À ce point c'est B, ça c'est 1. Alors on cherche à déterminer oméga. Essayez de déterminer oméga. Comment vous voulez procéder? Bon, on va essayer de déterminer oméga. Bon, on va procéder. On va utiliser Varignon. D'accord? À savoir, on va essayer de calculer la vitesse VA, par exemple. Alors, VA, c'est quoi? Alors, VA par rapport à R égale, ça c'est O. Donc, c'est quoi? C'est V de C par rapport à R plus oméga, dit à la tige, on l'a dit à l'échelle par rapport à R vectoriel C1. Bon, on va essayer de chercher C1 et la vitesse de 1. C'est clair? Alors, la vitesse de 1, point matériel par rapport à R, est égal à la dérivée de O1 par rapport à D. D'accord? C'est égal à combien? A, c'est égal à combien? H حاجة تساوي à votre avis. حاجة تساوي O1. Alors, O1, c'est quoi? Vecteur O1. Alors, c'est égal à 2L cosinus θ. D'accord? بحال la projection ديال l'échelle sur X. Regarde X, par exemple Y. Bon. A et A et X. Alors, la dérivée, شحال غتعطيني؟
Alors, d de OA sur dt. Alors, c'est égal 2L. Alors, la dérivée d'L, c'était à point cosinus radial. Alors, on dit cosinus θ, la dérivée, c'est moins sinus θ. Px. C'est clair? Ça, c'est la dérivée de A. Elle est la vitesse. Elle est la vitesse. La vitesse de A par rapport à R égale moins 2L θ point sinus θ Px. C'est clair? Donc, la vitesse de CT, la vitesse de C, on doit déterminer OC. C'était OC. Elle est les composants. D'accord? Donc, vous pouvez remarquer bien OC. C'est quoi? Alors, OC, X dit. D'accord? Ça, c'est X. XC. XC, c'est quoi? Alors, ça, c'est θ, c'est le cosinus. Yani, c'est égal L cosinus θ et X. Y dit à la fin. C'est ça. Ouais, là. On est là. Alors, ça, c'est égal combien? C'est le sinus de θ. Qui ne portait pas Y. Donc, plus L sinus θ et Y. La dérivée. Je sais pas t'attendre. Il y a moins L θ point sinus θ et X plus L θ point cosinus θ et Y. D'accord? Bien. Alors, CA, c'est égal combien? CA, c'est plus simple. Alors, on peut la décomposer. C'est C, H, relation de Charles, par un point intermédiaire, les WAD, le H. Et il y a CH plus HA. Et c'est égal à CH plus HA. Alors, CH, il y a moins L sinus θ EY plus L cosinus θ EX. C'est clair? Yes, c'est 1. On dit oméga vectoriel, c'est 1. D'accord? C'est clair? Alors, alors les expressions, on dit moins moins 2 L θ point sinus θ et X égale. Alors la dérivée elle a dit qu'il y a moins L θ point sinus θ et X plus L θ point cosinus θ et Y plus oméga vectoriel. Alors, vectoriel moins L sinus θ, L cosinus θ est 0. D'accord? Alors, pour déterminer oméga, je vais faire
On va passer à les autres termes. Le c'est égal moins L θ point sinus θ Ux moins L θ point cosinus θ Y égale moins L sinus θ L cosinus θ 0, un des vectoriels oméga. Donc, alors par exemple, posons dit oméga a trois composantes. Je vais atteindre produit vectoriel. Je vais atteindre oméga, le produit vectoriel est des deux. Alors, par exemple, c'est oméga x, oméga y, oméga z, vectoriel. Moins L sinus θ, L cosinus θ est 0. Alors, le produit vectoriel, si on calcule le produit vectoriel, je vais atteindre pour la première composante, on va éliminer celle-ci, c'est oméga y moins, il y a moins oméga z, L cosinus θ. Le deuxième, c'est égal, c'est oméga z, c'est oméga x, alors c'est égal oméga moins oméga z, L sinus, alors, L cosinus, c'est ça. Très bien. On dit, non, c'est ça. C'est A, H plein. Le cosinus, c'est rien. Le sinus, c'est rien. Donc, on a des sinus, la cosinus. D'accord? Alors, pour le troisième, alors, on dit, c'est 0. Alors, le calcul, c'est oméga x fois. Le terme, c'est égal à 0. Le côté. Pas de composante selon, et on a 0 directement. Ceci signifie bien oméga y égale à oméga x égale à 0. Et automatiquement, oméga possède une seule composante, il y a oméga z. Donc, oméga z, est différent de 0. D'accord? Par identification, vous pouvez trouver un oméga z, automatiquement égal à moins θ point. Alors, c'est moins θ point z. D'accord? Et si on identifie entre les expressions, vous trouvez que, alors c'est égal à moins θ point. Alors, oméga, c'est moins θ point EZ. D'accord? Et les expressions, oméga, moins θ point. C'est plus θ point. Oui, c'est plus. Plus θ point EZ. D'accord? Donc, vous trouvez plus θ point EZ. Ça, c'est parmi les techniques. Alors, la formule de Varignon. Parmi l'utilité des formules de Varignon, c'est de calculer l'expression de oméga. Alors maintenant, on va essayer d'aborder le mouvement complet, par exemple, d'un solide. Mais avant ça, on va essayer de projeter, par exemple, projetons, par exemple, alors le vecteur VAB, alors A scalaire B, AB scalaire VB, c'est égal par rapport à R, c'est égal à AB scalaire VA
plus oméga vectoriel AB, scalaire le vecteur AB. Alors, ce terme est nul, puisque c'est un produit mixte. Alors, oméga vectoriel B, c'est perpendiculaire à AB. Automatiquement, on a les deux formules. Donc, si on considère par exemple une droite AB, et si on considère deux points, par exemple A et B, par exemple, on considère les vecteurs vitesse, d'accord? Alors, si on fait la projection de ces vecteurs vitesse, alors on aura la même longueur. On parle de l'équiprojectivité. Équiprojectivité des vecteurs vitesse sur AB. Ça, c'est A, par exemple. Ça, c'est B. Ça, c'est V1. Ça, c'est VP. D'accord? C'est clair? On dit l'équiprojectivité. D'accord? C'est clair? Alors, on peut faire un petit exemple. Il y a le calcul de la vitesse d'un point par varignon. Alors, considérons par exemple un cerceau, d'accord, de centre C, alors, de centre C et de rayon A en train de tourner avec une vitesse oméga. Alors, on cherche à déterminer la vitesse de I. Alors, la condition qu'on doit vérifier à chaque fois pour appliquer Varignon, c'est en général, c'est que les deux points appartiennent au même solide. Non. Mais parfois, par exemple, pour un cerceau, G, ce n'est pas un point matériel, un point fictif, mais on peut y appliquer Varignon. D'accord? Parce que G, c'est fixe, par exemple, pour un solide, même s'il n'appartient pas à ce solide. D'accord? Alors, on essaie de calculer VI, par exemple. Alors, VI par rapport à R égale V de C ou la de G par rapport à centre plus oméga vectoriel CI. Alors, CI, c'est égal moins A EY et pour R égale X point X. Alors, oméga, c'est égal dans le sens du oméga, c'est dans ce sens. D'accord? Donc, c'est oméga, oméga égale moins oméga E Z. D'accord? Donc, vous aurez, vous aurez quoi? Alors, la vitesse de I par rapport à R égale directement. La vitesse de C, c'est X point EX moins oméga EZ vectoriel moins AEY. Donc, automatiquement, X point EX moins c'est plus. EZ vectoriel et Y, c'est moins X. Et moins oméga A et X. Donc, finalement, on retrouve X point moins A oméga X. Ça, c'est la vitesse de I par rapport à R. D'accord? C'est clair? C'est clair? Et on peut utiliser, on va voir quel est l'intérêt de calculer la vitesse de I, voir plus tard. Ça, on sait en généralement la vitesse de glissement qu'on cherche. C'est clair? Alors,
on va essayer d'étudier les mouvements. Alors, quels sont les mouvements qu'on peut y avoir pour un solide? On parle des mouvements particuliers d'un solide. On va distinguer deux mouvements, soit de translation, une translation, d'accord? Alors, on parle de mouvement de translation si oméga égale à 0, quel que soit t, d'accord? Alors, mouvement de rotation autour d'un axe, rotation d'un solide autour d'un axe. D'un axe, d'accord? En général, le mouvement se réduit à une vitesse, et la vitesse, alors la vitesse par exemple d'un point M par rapport à R, est égale à oméga vectoriel en M. D'accord? Très bien. Et le solide est en train de se mouvoir autour d'un axe fixe, delta, dans un référentiel R. Alors la vitesse, par exemple, si on considère, on peut calculer ça, on peut exprimer ça en utilisant variant, c'est-à-dire si on considère un axe, et le point M c'est ça, alors un solide en train de se mouvoir autour, effectuer des mouvements de rotation autour delta. Si on choisit par exemple un point, alors l'origine sur l'axe delta, alors là, l'origine O, c'est fixé, d'accord? Donc automatiquement, lorsque vous calculez V de O par rapport à R, c'est 0. Donc automatiquement, le mouvement, elle est régi par des vitesses de l'ordre de M par rapport à R, actuellement oméga vectoriel, MO, d'accord? C'est clair? D'accord. Ça, ce sont les deux types de mouvements que vous aurez, soit des translations, d'accord, c'est-à-dire oméga est égal à 0, d'accord, ou des rotations, d'accord, autour d'un axe fixe. C'est clair? On arrive maintenant à le sujet qui nous intéresse trop, c'est le solide en contact. On va considérer le contact ponctuel. Ponctuel. C'est-à-dire, on va considérer deux solides en contact. Alors, soit deux solides. Alors, on a deux solides en contact, soit deux solides en contact. Quand on a un point I, d'accord, on peut décomposer. Alors, la vitesse ou le mouvement d'un système par rapport à l'autre. Alors, par exemple, en trois mouvements. Un mouvement de pivotement, d'accord? Alors, le mouvement de pivotement, c'est le mouvement de rotation sur l'axe normal. Alors, l'axe normal au plan tangente aux deux. Alors, c'est-à-dire, on va considérer la normale N au plan de contact, d'accord? Alors, le pivotement, c'est la rotation autour de cet axe, d'accord? Elle est caractérisée par oméga N. Alors, le roulement, alors c'est caractérisé par oméga T, elle est le vecteur tangent au plan, d'accord? Et un mouvement de glissement, d'accord? Du glissement de G de S1 par rapport à S2, d'accord? Et elle est le mouvement. Alors, on définit par exemple le vitesse, par exemple, du point M, par exemple, de M par rapport à S2, égale à la vitesse de I1 par rapport à S1,
de I1 par rapport à S1 à S2, oui, puisqu'on calcule par rapport au référentiel S2, plus oméga de S1 sur oméga de S1 sur S2, vectoriel I1M. D'accord? Et on peut appliquer Varignon. D'accord? Alors, oméga, alors c'est égal à une oméga tangentielle plus oméga normal. C'est clair? Donc, on peut définir la vitesse d'un point M, par exemple, par rapport à S2, égale à VI1 par rapport à S2, plus oméga tangentielle vectorielle I1M, plus oméga normal vectoriel I1M. Alors, chaque terme dans ces termes, il y a des termes, on peut écrire bien la vitesse d'un point M par rapport au solide 2, et c'est un repère ou un référentiel lié à S2, c'est égal à VI1 par à S2 plus oméga tangentiel vectoriel I1M plus oméga normal vectoriel I1M. Alors ça, c'est le glissement, mouvement de glissement. Ça, mouvement de roulement. Ça, c'est le pivotement. D'accord? Pivotement. D'accord? Un mouvement général d'un solide, de deux solides en contact, c'est quoi? C'est un mouvement de glissement, mouvement de roulement et un mouvement de pivotement. D'accord? On va s'intéresser en général au glissement. On va définir la vitesse de glissement. La vitesse de glissement. Alors, la vitesse du glissement, elle est définie par la vitesse de I1 par rapport à S2. D'accord? Alors, d'après la loi de composition de vitesse, alors la vitesse de I1 par rapport à S2 est égale à la vitesse. Alors, si on le calcule après pour alors, la vitesse, par exemple, si on calcule la vitesse I1 par rapport à un référentiel, alors c'est par rapport à R égale à la vitesse de I1 par rapport à S2 plus alors la vitesse de I par rapport de I2 par rapport à R. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, le mouvement de rotation n'apparaît pas. Là, je tâche le عندي un point matériel, mais qui est en rotation d'un point matériel. D'accord? Donc, automatiquement, la vitesse du glissement définie par la vitesse de I1 par rapport à S2 est égale à VI1 par rapport à R moins VI2 par rapport à R. Donc, la vitesse de glissement, donc vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 est égale à la vitesse de I1 appartient à S1 par rapport à R moins la vitesse de I2 appartient à S2 par rapport à R. D'accord? Alors, VG ne dépend pas de. C'est indépendant du référentiel d'étude. Indépendante du référentiel
référentiel de calcul. Indépendant de référentiel. Et le calcul de là, c'est indépendant de référentiel. Et le choix du référentiel, c'est on fait le choix le plus simple pour calculer la vitesse. Et le calcul, c'est plus simple. Et on essaye en général de choisir le référentiel où on peut y avoir le plus simple. D'accord? Un calcul plus simple. Alors, on va essayer de traiter l'exemple suivant. D'accord? Alors, avant ça, on va essayer de définir la condition de roulement sans glissement. Alors, condition de roulement sans glissement. Sans glissement. Sans glissement. Et le non-glissement. Non-glissement. Alors, lorsqu'on travaille avec non-glissement, la vitesse du G, c'est égal à 0 directement. D'accord? La vitesse de G égale à 0. Alors, exemple, on va essayer de traiter l'exemple suivant. Alors, on considère le système suivant. Un disque en mouvement, en rotation. En considérant le disque S1 de rayon A qui roule sans glissement, sans glisser sur le support plan S2. Le référentiel est R lié à S2. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de chercher la vitesse de glissement. Alors, on a dit que la vitesse de glissement est égale à la vitesse de I appartient au disque par rapport à R moins la vitesse de I appartient à S2 par rapport à la S1. Or, la vitesse de I appartient à S2, puisque S2, référentiel est lié à S2, donc c'est terminé, c'est 0. D'accord, directement. Donc, on doit chercher celle-ci. Alors, la méthode, vous devez appliquer Varignon. D'accord? Vous devez appliquer Varignon. C'est clair? Donc, automatiquement, c'est pas simple de le calculer, vous devez passer par traverser. Donc, V de I appartient à S1 par rapport à R est égal à la vitesse de C par rapport à R plus oméga de disque, le S1 par rapport à R, vectoriel C I. Or, oméga c'est quoi? Oméga c'est oméga, c'est égal pi point EZ. Et la vitesse de C, alors par rapport à R, puisque C s'est animé lorsque le disque est en train de se mouvoir, il y a des rotations, alors C est animé de la vitesse d'un mouvement de translation avec une vitesse x point et x. Alors, et CI, c'est égal à moins A le rayon fois EY. Donc, automatiquement, on aura pas la vitesse de I appartient à S1 par rapport à R est égale la vitesse de C, c'est X et X plus oméga, c'est phi point EZ vectoriel moins A et Y. Or, donc la vitesse V de I appartient à S1 par rapport à R égale X point et X moins phi point A EZ
vectoriel Y. C'est clair? Donc, automatiquement, la vitesse de I appartient à S1 par rapport à R égale à X moins. Alors, EZ vectoriel Y, c'est moins X, donc c'est plus. D'accord? C'est plus. Alors, CI1. CI, c'est 100 en plus du point plus. Alors, c'est phi plus phi point A. D'accord? EX. D'accord? Donc, or, la vitesse du glissement, c'est égal à V. I appartient à S1 par rapport à R égale X point plus phi A EX. Automatiquement, la vitesse, le roulement sans glissement stipule que X point plus phi point A est égal à 0. D'accord? Ceci signifie impliquant que X plus A phi égale une constante. D'accord? Ça, c'est la condition de roulement sans glissement. D'accord? Donc, dans ce chapitre, premier chapitre de la mécanique solide, le plus intéressant à savoir, c'est que savoir déterminer le centre d'inertie. Alors, parfois, pas, c'est pas demandé de déterminer le moment d'inertie, d'accord? C'est donné, mais la condition la plus intéressante, c'est savoir quand est-ce que la relation, la formule de Varignon est applicable. Vous avez déjà, on a déjà parlé sur ça. On ne peut pas appliquer Varignon que si on a deux points du nom solide. D'accord? Soyez sûr. D'accord? Soit deux points du nom solide, ou là le point G, le centre de gravité, et un point appartient au solide. D'accord? Alors, même si G, par exemple, pour un cerceau n'appartient pas au solide, il est au centre du cerceau, d'accord, d'une spire, d'accord? Même si, alors c'est un point fictif, mais il est lié au solide. Fictif, c'est fictivement lié, d'accord? G, on peut appliquer Varignon, d'accord? Mais, alors, si on a deux points qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas au solide, on ne peut pas appliquer ça, d'accord? C'est clair? On a terminé par la détermination des trois mouvements possibles d'un solide en contact ponctuel, à savoir le pivotement et le roulement et le glissement. On a parlé sur la vitesse de glissement nul, c'est-à-dire stipule le non-glissement d'un système. Alors, cette condition, en général, c'est une contrainte qui permet de diminuer le nombre des inconnus d'un problème. D'accord? En général, on vous demande de déterminer cette condition afin de diminuer le nombre d'inconnus d'un problème. D'accord? Alors, c'est ça. Alors, merci pour, pour votre présence. Alors, je vais terminer le cours ici pour aujourd'hui. D'accord? Alors, je vous envoyer une série d'exercices à propos de ça afin de la traiter. Merci.